Il est là pour retrouver sa princesse. Cet homme est le diable. Mina est en danger. C'est elle le salut de mon âme. Dracula, 2025, analyse et explication complète du film. Voici des analyses et explications complètes du film Dracula, 2025, réalisé par Luc Besson. Ce film propose une relecture ambitieuse du mythe du vampire, centrée sur la dimension romantique et tragique du personnage. Besson s'éloigne des codes de l'horreur pour créer une fresque gothique et mélodramatique, explorant la douleur éternelle et la quête d'amour du prince maudit. Le film s'ouvre sur une séquence historique au XVe siècle en Valachie, où le prince Vladimir, guerrier victorieux, découvre la mort de son épouse bien-aimée Elisabetta, suicidée après une fausse annonce de sa défaite. Cette scène fondatrice établit immédiatement le ton. La transformation en vampire n'est pas présentée comme un acte de malice, mais comme la conséquence d'un chagrin insoutenable et d'une révolte contre Dieu. Le reniement divin prononcé par Vladimir dans l'église, devant le corps d'Elisabetta, est le catalyseur de sa malédiction. La malédiction elle-même est interprétée comme une punition divine ironique. Vladimir, qui rejette Dieu et souhaite mourir, se voit offert l'immortalité, mais au prix de sa nature humaine. Il devient un être de la nuit, assoiffé de sang, condamné à errer à travers les siècles. Besson insiste sur la tragédie de ce destin. Dracula n'est pas un prédateur né, mais un amant transformé en monstre par la douleur. Cette origine émotionnelle définit toute la psychologie du personnage. La performance de Caleb Landry Jones est cruciale dans cette interprétation. Dès les premières scènes, il incarne une vulnérabilité et une intensité presque enfantine, mêlée à une étrangeté inquiétante. Son jeu physique, regard fiévreux, gestes saccadés ou d'une grâce surannée, traduit les siècles de solitude et l'obsession qui le rongent. Le maquillage de vieillissement pour les scènes du XVe siècle contraste avec son apparence plus lisse mais fantomatique des époques suivantes, renforçant l'idée d'un être figé dans le temps. La quête de Dracula structure le récit sur une ellipse de 400 ans.
Ne pouvant se résoudre à perdre Elisabetta, il développe une théorie sur la réincarnation de l'âme et se met en tête de la retrouver à travers les âges. Pour cela, il crée un réseau d'agents, principalement des femmes vampires comme Maria, chargées de lui amener des candidates potentielles à travers l'Europe. Cette organisation secrète évoque une entreprise désespérée et méthodique, soulignant l'aspect obsessionnel et industriel de son deuil. Le parfum magique, élaboré à partir d'essence de rose et d'un ingrédient secret lié à Elisabetta, est un dispositif narratif central. Il symbolise la mémoire olfactive et le lien immatériel que Dracula cherche à capturer. Chaque test avec une nouvelle femme devient un rituel empreint d'espoir et de déception, une répétition cruelle de son échec à retrouver l'âme sœur. Ces séquences, souvent situées dans des décors somptueux et décadents, montrent un Dracula à la fois séducteur et profondément détaché, jouant un rôle. Le personnage de Maria, interprété par Matilda de Angeli, offre un contrepoint fascinant. En tant que création de Dracula, elle est à la fois dévouée et indépendante. Son regard sur son créateur est empreint d'une affection ambiguë, mêlée de pitié et de lassitude. Elle représente ceux qui partagent sa malédiction mais pas son obsession, vivant leur immortalité avec une forme de liberté cynique. Sa relation avec Dracula est moins maître-esclave que partenariat usé par les siècles. L'arrivée de Mina dans la Londres du XIXe siècle, interprétée par Zoé Bleu, relance la quête. Dracula est convaincu qu'elle est la réincarnation d'Elisabetta, principalement en raison de sa ressemblance physique et d'une réaction au parfum. Le film explore ici la dialectique entre l'amour éternel et l'illusion. Mina est-elle vraiment Elisabetta, ou Dracula projette-t-il son fantasme sur une jeune femme ordinaire? Le scénario laisse planer le doute, suggérant que l'obsession peut créer sa propre réalité. La romance entre Dracula et Mina est traitée comme un mélodrame gothique. Leurs rencontres sont empreintes de nostalgie et d'un romantisme suranné. Besson utilise un langage visuel opulent aux lumières tamisées, costumes extravagants, décors chargés, pour créer une atmosphère de rêve éveillé. Cependant, certaines critiques relèvent un manque de chimie palpable, comme si leur relation restait une idée abstraite plutôt qu'une passion charnelle et émotionnelle convaincante. Le personnage du prêtre, joué par Christoph Waltz, est introduit comme une force antagoniste mais complexe. Plus qu'un chasseur de vampires traditionnel, c'est un théologien et un philosophe qui comprend la nature de la malédiction de Dracula. Il ne cherche pas tant à le détruire qu'à libérer son âme et celle qui l'a corrompu. Waltz apporte à ce rôle son charisme ironique et une intelligence narquoise, faisant de lui un adversaire à la hauteur intellectuelle du vampire. Le film alterne entre des moments de drame intense et des touches d'humour noir, parfois maladroites. Les tentatives de suicide de Dracula, se jetant du haut d'une tour, marchant au soleil, échouant de manière grotesque à cause de ses pouvoirs régénérateurs, visent à illustrer son désespoir et l'absurdité de sa condition. Cependant, ce ton peut paraître discordant, rompant la gravité mélancolique que le film cherche par ailleurs à établir. La scène des nonnes dans le couvent est un exemple marquant de l'esthétique surréaliste de Besson. Dracula, cherchant une candidate, se retrouve face à une communauté de religieuses dont la piété se mue en désir vampirique sous l'influence de son parfum. Cette séquence, visuellement frappante avec ses voiles blancs et ses expressions extatiques, explore les thèmes de la tentation, de la corruption de l'innocence et de la frontière trouble entre le sacré et le profane. La technique du clair-obscur, inspirée de la peinture flamande, est omniprésente. Les intérieurs sont souvent plongés dans des ombres profondes, d'où émergent des lueurs de bougies ou de lanternes qui sculptent les visages et les décors. Cette approche crée une ambiance à la fois intime et oppressante, reflétant l'état d'âme de Dracula, coincé entre les ténèbres de sa condition et les lueurs fugaces de son humanité passée. Les effets visuels servent principalement à renforcer l'aspect fantastique et la temporalité du récit. Les gargouilles animées lors du plan séquence dans le château de Dracula ne sont pas seulement une démonstration technique. Elles symbolisent le monde pétrifié et monstrueux qui l'entoure, miroir de son âme. Les transitions entre les époques, montrant l'évolution des villes et des paysages, soulignent l'immensité du temps que Dracula doit traverser seul. La musique de Danny Elfman, bien que reconnaissable, utilise des leitmotivs pour associer des thèmes musicaux aux émotions clés. Un thème romantique et tragique est lié à Elisabetta, repris dans les moments de nostalgie. Des compositions plus percussives et dissonantes accompagnent les moments de tension ou les rares scènes d'action. L'utilisation de chœurs liturgiques déformés rappelle l'origine sacrilège de la malédiction. Le conflit intérieur de Dracula atteint son paroxysme lors de la confrontation finale avec le prêtre. Ce dernier lui explique que le lien qu'il a créé avec Mina, si elle est bien une réincarnation, risque de condamner son âme à errer éternellement. Dracula est alors confronté à un choix ultime. Garder son amour à ses côtés sous forme vampirique, ou renoncer à lui pour lui offrir le salut éternel. C'est l'apogée de son arc tragique. La résolution choisie par Besson est significative.
Dracula, dans un acte d'amour pur et de rédemption, choisit de se sacrifier. Il renonce à Mina, permet au prêtre d'accomplir un rituel qui libérera son âme et celle d'Elisabetta Gmina, et accepte enfin de trouver la paix dans la mort. Cette fin le replace dans la tradition du héros romantique qui expie ses fautes par un acte de désintéressement, même si cela signifie l'anéantissement. Le personnage de Mina Elisabetta, malgré son importance narrative, reste paradoxalement passif. Elle est davantage un objet de quête, un symbole, qu'une protagoniste agissante. Son consentement au rituel final est crucial, mais son développement psychologique, la confrontation entre son identité actuelle et la mémoire d'une vie passée, est peu explorée, ce qui atténue l'impact émotionnel de la conclusion. La thématique de la foi et du reniement est centrale. La malédiction de Dracula est un châtiment divin pour son blasphème. Tout au long du film, les symboles religieux croix, église, hostie sont à la fois des armes contre lui et des rappels de sa faute originelle. Le prêtre représente une forme de grâce possible, non par la destruction, mais par la compréhension et l'acceptation du sacrifice. La rédemption passe par l'amour, mais un amour détaché et sacrificiel. La vision de Besson présente donc Dracula comme une allégorie de la douleur qui persiste. L'immortalité n'est pas un don, mais une prison où l'on est condamné à répéter indéfiniment la même souffrance. La quête elle-même devient une addiction, une façon de donner un sens à une existence autrement vide. Le film suggère que la seule libération possible vient de l'acceptation de la perte et du lâcher-prise. En termes de mise en scène, Besson utilise souvent des cadres serrés sur les visages, en particulier celui de Jones, pour capturer la moindre nuance d'émotion. Les mouvements de caméra sont fluides, presque chorégraphiés, dans les scènes de séduction ou de rêverie, et plus saccadés, voire en delta, dans les moments de crise ou de violence, créant un contraste entre l'idéal et la réalité monstrueuse. La réception mitigée du film tient en grande partie à cet écart entre son ambition et élever le mythe à une tragédie romantique et son exécution parfois inégale. Les éléments empruntés à Coppola, le reniement de Dieu, le nom Elisabetta, la romance transcendante, sont repris sans toujours atteindre la même puissance opératique ou la même densité psychologique. Le film de Besson peut apparaître comme un hommage esthétisant plutôt qu'une réinvention. Pourtant, il propose des idées fortes, notamment sur la masculinité toxique transformée en monstruosité. Le prince Vladimir est un guerrier, et sa colère face à la perte est violente, tournée contre Dieu et le monde. Sa transformation canalise cette rage en une obsession méthodique mais tout aussi destructrice. Le salut ne vient que lorsqu'il remplace cette possession violente par un amour véritable, qui est un don de soi. En conclusion, Dracula, 2025, de Luc Besson est un objet cinématographique hybride, un mélodrame gothique porté par une performance centrale exceptionnelle et une direction artistique somptueuse. S'il peine à unifier parfaitement ses multiples tonalités et à insuffler une nouveauté radicale au mythe, il réussit à dresser un portrait poignant et cohérent de Dracula en tant qu'amant éternel, dont la plus grande bataille n'est pas contre des pieux ou de l'ail, mais contre le chagrin qu'il a créé. Le film s'adresse à ceux qui souhaitent voir dans le vampire non un prédateur, mais la quintessence de la nostalgie et du regret humain, porté à une échelle mythique et éternelle. Le traitement de l'immortalité par Besson évite les clichés de la toute-puissance pour insister sur son fardeau psychologique. Cette éternité forcée est montrée comme une lassitude profonde, une saturation des sens et des émotions après des siècles d'existence. Le vampire erre dans un monde qui change sans cesse, mais où ses schémas de pensée et de douleur demeurent identiques. Cette vision dépeint une immortalité moins comme un don que comme une peine de prison perpétuelle, où les murs sont les souvenirs inaltérables. L'ennui existentiel est palpable dans chaque geste appris de Dracula, dans son regard perdu au-delà de l'horizon temporel. Le film suggère que la vraie malédiction n'est pas la soif de sang, mais l'impossibilité d'oublier, de guérir ou d'évoluer. Cette prison du temps donne tout son poids dramatique à sa quête, dernier espoir de donner un sens à l'infini. La mise en scène traduit cela par des plans larges et vides où le personnage semble perdu au milieu de décors somptueux mais froids. Les siècles passent en montages elliptiques, montrant l'accumulation d'objets, de vêtements, de lieux de vie, qui forment une collection mélancolique plutôt qu'un véritable foyer. La performance de Jones capture cette fatigue cosmique, ce désir profond de repos que même le sommeil vampirique ne peut apaiser. Cette immortalité est finalement une métaphore de tout deuil qui refuse de finir, de toute douleur qui s'installe en propriétaire de l'âme. La figure féminine dans le film dépasse le simple statut d'objet de désir pour incarner des formes variées de pouvoir et de malédiction. Maria représente l'adaptation cynique à l'immortalité, une créature qui a embrassé sa nature pour en tirer une liberté amoraliste. À l'inverse, Elisabetta puis Mina symbolisent la pureté idéalisée, l'innocence perdue que Dracula cherche à ressusciter. Les nonnes du couvent illustrent quant à elles la tension entre la piété et les pulsions refoulées, la spiritualité corrompue par le surnaturel.
Besson explore ainsi différentes facettes de la condition féminine à travers le prisme gothique. La séductrice, la martyre, l'adepte mystique. Chacune de ces figures réagit différemment à l'influence de Dracula, certaines y résistant, d'autres s'y abandonnant avec volupté. Le film évite cependant de leur donner une véritable agentivité, elles restent souvent des réactives aux actions du vampire. La relation entre Maria et Dracula est particulièrement intéressante, mêlant loyauté filiale, frustration et une forme d'amour usé par le temps. On devine entre eux des siècles de conversations, de tentatives partagées et de déceptions mutuelles, formant un couple dysfonctionnel bien plus complexe que la romance principale. Le costume joue un rôle crucial dans la caractérisation de ces personnages, des robes complexes d'Elisabetta évoquant un paradis perdu aux tenues plus modernes mais nostalgiques de Mina. La direction artistique opulente crée un univers sensoriel à part entière, où chaque texture, chaque lumière semble chargée de sens. Les décors des différents châteaux et demeures reflètent les états d'âme de Dracula à travers les époques, froid et guerrier au XVe siècle, baroque et encombré au XVIIe et XVIIIe, puis mélangeant nostalgie gothique et éléments modernes au XIXe. Cette accumulation stylistique montre un personnage incapable de se débarrasser du passé, vivant au milieu des reliques de ses vies successives. Les couleurs dominantes en noir profond, rouge sang, or terni et blanc de cierge établissent une palette émotionnelle liée à la mort, à la passion et à la spiritualité fanée. Les matières comme le velours, la soie, le bois sombre et la pierre froide sont presque palpables à l'écran, renforçant l'atmosphère tactile et oppressante. Les rares scènes en extérieur diurne, notamment les flashbacks valaques, utilisent une lumière froide et bleutée contrastant avec les intérieurs nocturnes aux lueurs chaudes, symbolisant le paradis perdu de l'humanité normale. L'attention aux détails, des motifs sur une armure ou gravure d'un gobelet contribue à l'immersion dans ce monde mi-historique, mi-onirique. Cette richesse visuelle sert aussi à masquer la relative pauvreté de certaines intrigues secondaires, offrant aux spectateurs un festin pour les yeux même quand le récit faiblit. L'esthétique globale rappelle parfois les tableaux pré-raphaélites ou le symbolisme fin de siècle, où la beauté formelle est inséparable d'une mélancolie profonde. La thématique du sang est traitée avec une complexité qui dépasse l'horreur viscérale. Il est à la fois symbole de vie, de mort, de lien et de corruption. Pour Dracula, boire le sang n'est pas seulement une nécessité physiologique, mais un acte d'une profonde intimité, une fusion paradoxale qui tue tout en créant une connexion éternelle. Les scènes de morsure sont chorégraphiées avec une sensualité troublante, évoquant plus l'érotisme que la terreur. Le sang représente aussi la lignée, la famille maudite que Dracula crée à travers ses enfants, vampires, pervertissant le lien naturel de parenté. Le film établit un parallèle constant entre le sang et le vin, notamment lors des banquets ou dans la cave du château, renvoyant à une symbolique eucharistique inversée. La transfusion proposée à Mina dans le troisième acte devient ainsi un sacrement diabolique, une communion qui scellerait son destin infernal. Cette imagerie sanguine est contrebalancée par celle de l'eau, notamment les pluies battantes de Valachie et la Tamise brumeuse, symbole de purification inaccessible. Besson utilise même la couleur rouge de manière métonymique, une rose, un rideau, une tache de vin évoquant immédiatement le sang et tout son bagage symbolique. Cette omniprésence rappelle que chaque aspect de l'existence de Dracula est contaminé par cette essence vitale qu'il doit voler pour survivre, faisant de lui un parasite éternel de l'humanité qu'il a quitté. Le rapport au temps est un personnage à part entière dans le récit. Besson utilise des techniques de montage variées pour en traduire la démesure, accélération soudaine à travers les siècles, ralentis extrêmes sur des moments de prise de conscience, ellipses brutales. Le temps pour Dracula n'est pas linéaire mais cyclique, marqué par la répétition du même rituel de quête et de déception. Les inserts d'objets anachroniques dans des décors anciens ou une montre à gousset dans une salle médiévale soulignent cette superposition des temporalités dans son esprit. Les miroirs, traditionnellement incapables de refléter le vampire, sont ici utilisés comme des portes vers le passé, montrant des reflets de moments révolus ou des visions d'Elisabetta. Le film lui-même joue avec la chronologie, commençant in media res au XIXe siècle avant de revenir en arrière par de longs flashbacks, créant une structure en abîme où le présent est hanté par le passé. Le vieillissement prothétique de Jones dans les scènes d'origine contraste avec son apparence figée par la suite, visuellement illustrant le moment où le temps biologique s'est arrêté pour lui. Même la musique participe à cette déformation temporelle, mêlant des compositions orchestrales classiques à des arrangements plus modernes et électroniques pour les scènes de tension. Cette manipulation du temps cinématographique permet au spectateur de ressentir subjectivement la distorsion temporelle vécue par le protagoniste. La dimension religieuse du film est ambivalente, évitant un manichéisme simple. Dieu n'est pas présenté comme une force de bienveillance, mais comme une entité vengeresse et littérale, exaucant la prière blasphématoire de Vladimir sous une forme punitive. L'Église institutionnelle est largement absente,
remplacée par la figure solitaire et mystique du prêtre, suggérant que la vraie foi est une affaire personnelle et complexe. Les symboles chrétiens en croix, eau bénite, hostie fonctionnent comme des armes non pas à cause de leur pureté intrinsèque, mais parce qu'ils rappellent à Dracula son reniement et sa faute, agissant comme des déclencheurs psychosomatiques. La malédiction vampirique elle-même peut être lue comme une allégorie du péché, un acte originel qui corrompt la nature même de l'individu et se répercute sur ses descendants spirituels. Le chemin de rédemption proposé n'est pas non plus orthodoxe. Il ne passe pas par la confession ou la pénitence, mais par un sacrifice d'amour agapé, un renoncement désintéressé. Le prêtre incarne cette théologie personnalisée, plus proche du mysticisme que du dogme, capable de voir l'humanité résiduelle dans le monstre. Le film pose ainsi des questions profondes sur la nature du salut. Peut-il exister en dehors des institutions? Le repentir peut-il racheter un crime aussi fondamental que le rejet de Dieu? La fin ouverte laisse planer le doute sur le succès du rituel, suggérant que la paix obtenue est peut-être moins le paradis que le simple néant. Et la construction du mythe personnel de Dracula est un processus actif montré à l'écran. Au fil des siècles, il élabore sa propre légende, ses propres règles, et construit le château qui deviendra le réceptacle physique de sa folie. Ce n'est pas un vampire issu d'un folklore ancien, mais un être qui s'invente une mythologie à partir de sa douleur. La création du parfum en est l'exemple parfait, un rituel scientifique et magique destiné à capturer l'essence immatérielle d'un souvenir. De même, son « armée » de vampires subalternes n'est pas une horde sauvage, mais une organisation méthodique, presque une entreprise, avec ses missions et ses procédures. Cette approche rationaliste du surnaturel rend le personnage plus intéressant et moderne. Il est un ingénieur de sa propre malédiction, cherchant désespérément à en contourner les limites par la logique et la persévérance. Son château devient un laboratoire alchimique, une bibliothèque d'ouvrages sur l'âme et la réincarnation, et une galerie d'art dédiée à Elisabetta. Cette activité frénétique est le révélateur de son désespoir, une tentative de donner une structure et un but à une existence vide de sens. Besson montre ainsi que le monstre n'est pas né monstrueux, mais qu'il s'est construit pierre par pierre, siècle après siècle, autour du trou béant de sa perte. Les rares séquences d'action servent moins à divertir qu'à révéler des aspects du personnage. Le combat contre les Ottomans en ouverture montre Vladimir comme un guerrier habile mais emporté par la passion, préfigurant ses choix impulsifs futurs. La confrontation avec les hommes du prêtre au milieu du film est brève et brutale, démontrant la puissance bestiale de Dracula quand sa quête est menacée, mais aussi son mépris pour ses vies qu'il balaie sans effort. Ces moments sont traités avec un réalisme sombre, loin des pirouettes acrobatiques de certains films de vampires. Chaque mouvement est lourd de conséquences, chaque mort rappelle le prix de sa malédiction. L'action la plus significative est peut-être la fuite face à la lumière du jour, montrée non comme une course héroïque mais comme une retraite paniquée et animale dans l'ombre. Ces scènes rythment le film par contraste avec les longues séquences de dialogue et d'atmosphère, rappelant que sous le mélancolique se cache un prédateur d'une force terrible. La chorégraphie de ces moments souligne la dualité du personnage, une grâce surannée dans les mouvements lents, qui se transforme en fulgurance inhumaine quand l'instinct de survie ou la colère prennent le dessus. Le dialogue, souvent littéraire et théâtral, participe à la création de ce monde à part. Les répliques de Dracula sont chargées de métaphores poétiques sur le temps, la mémoire et la perte, reflétant des siècles de rumination solitaire. Le prêtre utilise un langage plus allusif et philosophique, parlant par énigmes et paraboles. Les échanges entre eux ressemblent à un duel métaphysique, où chaque mot est pesé. En contraste, les rares dialogues avec des personnages ordinaires du XIXe siècle paraissent terriblement terrax en grave terre, soulignant l'abîme qui sépare Dracula de l'humanité contemporaine. Cette stylisation du langage renforce l'aspect onirique et intemporel du récit, mais peut aussi créer une distance avec le spectateur, empêchant une identification trop immédiate. Le choix de conserver des accents variés, celui de Jones, l'anglais de Waltz, ajoute à cette étrangeté linguistique, comme si chaque personnage habitait son propre espace-temps verbal. Les monologues intérieurs de Dracula, en voix off, sont utilisés avec parcimonie pour révéler des pensées trop intimes ou désespérées pour être dites à haute voix, offrant un accès privilégié à sa détresse. La lumière est peut-être l'élément visuel le plus chargé de signification. Elle est constamment filtrée, tamisée par des vitraux, des rideaux, la brume ou le feu, créant un monde d'apparence et de demi-teinte. La lumière directe du soleil est l'ennemi absolu, mais elle est rarement montrée, seulement suggérée par des brûlures ou une lueur aveuglante à la bordure du cadre. La lumière artificielle, bougie, lanterne, premier bec de gaz, donne une chaleur trompeuse, souvent associée à des moments de faux réconfort ou de séduction. Besson utilise souvent la contre-plongée ou la plongée pour modeler le visage de Dracula avec des ombres dramatiques, soulignant tantôt sa noblesse perdue, tantôt sa monstruosité latente. Dans les scènes de Valachie,
La lumière est plus naturelle et crue, symbolisant un monde avant la chute, où les choses étaient ce qu'elles paraissaient. La transition vers l'esthétique clair-obscur marque visuellement l'entrée dans la malédiction, où la vérité est toujours cachée, toujours oblique. Cette maîtrise de l'éclairage contribue grandement à l'atmosphère unique du film, faisant de chaque image une peinture vivante où la lumière elle-même raconte une histoire. La conclusion du film, avec le sacrifice de Dracula, est l'aboutissement logique de sa trajectoire tragique. Ce n'est pas une défaite, mais un choix éclairé, le premier vrai acte de liberté depuis sa transformation. En plaçant le salut de Mina Gelisabeta au-dessus de son propre désir possessif, il accomplit enfin un acte d'amour pur, dégagé de l'ego et de l'obsession. Le rituel, filmé avec une solennité quasi religieuse et des effets visuels abstraits, lumière, particules, représente sa purification métaphorique. Sa disparition n'est pas violente mais apaisée, comme un soupir final après des siècles d'étouffement. La dernière image de Mina, libre et vivante sous le soleil, est à la fois une victoire et une défaite. Elle a retrouvé sa vie, mais au prix de la disparition de celui qui l'aimait d'un amour éternel. Cette fin mélancolique évite le happy end traditionnel, préférant une résolution amère douce, où le bonheur pour l'un signifie l'effacement pour l'autre. Elle renverse le mythe, Dracula n'est pas vaincu par un héros, mais par sa propre capacité retrouvée à aimer suffisamment pour lâcher prise. Cette conclusion couronne le film comme une méditation sur la nature même de l'amour, est-il possession ou donation? Le vrai monstre n'était peut-être pas le vampire, mais l'obsession qui le dévorait. Dracula de Luc Besson reste donc une œuvre à part, un film d'auteur ambitieux caché sous les atours d'une production grand public. S'il ne révolutionne pas le genre, il l'enrichit d'une perspective psychologique et romantique cohérente, portée par une esthétique raffinée et une performance centrale mémorable. C'est un film sur la mémoire comme fardeau, sur l'amour comme maladie incurable, et sur le temps comme la pire de toutes les tortures. Il invite à voir dans le conte Dracula non un simple antagoniste, mais le dernier chevalier d'une cause perdue, errant dans les couloirs de l'histoire à la recherche d'une absolution qu'il ne peut s'accorder à lui-même. La métamorphose physique du prince Vladimir en Dracula transcende la simple transformation surnaturelle pour incarner une altération profonde de l'essence. Cette mutation progressive est subtilement suggérée à travers la dégradation de ses attributs aristocratiques vers une esthétique de prédateur nocturne. Les cicatrices de guerre qui ornaient son visage de guerrier semblent s'estomper au profit d'une pâleur translucide révélant le réseau veineux bleuté, témoin silencieux de sa circulation sanguine anormale. Ses canines ne s'allongent pas brutalement mais subissent une évolution imperceptible à travers les siècles, comme si sa morphologie s'adaptait lentement à son nouveau régime existentiel. Le regard particulièrement expressif de Caleb Landry Jones manifeste cette dualité. Ses pupilles se dilatent anormalement dans l'obscurité tout en conservant une lueur humaine de souffrance. La posture même du personnage évolue d'une carrure martiale fière à une silhouette fluette et repliée sur elle-même, comme si les siècles de solitude avaient progressivement érodé sa substance physique. Les mains aux doigts anormalement longs et pâles deviennent des instruments de prédation délicate, capables de violence extrême comme de gestes d'une tendresse surannée. Cette corporalité transformée communique l'idée que la malédiction vampirique est moins un état qu'un processus continu de déshumanisation, où chaque siècle arrache un fragment supplémentaire de son humanité originelle. L'architecture des différents lieux de pouvoir occupés par Dracula fonctionne comme une extension symbolique de sa psyché tourmentée. Le château valaque d'origine, bien qu'impressionnant, respire la fonctionnalité guerrière et la spiritualité simple des fresques byzantines qui ornent sa chapelle. Après la malédiction, chaque nouvelle demeure choisie ou construite par le vampire intègre des éléments de plus en plus complexes et torturés. Escalier en colimaçon menant nulle part, galerie de portraits où tous les visages sont ceux d'Elisabetta, bibliothèque labyrinthique contenant des traités d'occultisme et d'anatomie. Le château du XIXe siècle, cadre principal du dernier acte, apparaît comme une accumulation hétéroclite de ses strates historiques et psychologiques, une cartographie en 3 dimensions de sa folie. Les fenêtres sont délibérément obturées ou équipées de mécanismes complexes filtrant la moindre parcelle de lumière solaire, matérialisant son rejet du monde diurne des vivants. Les couloirs semblent se déplacer ou se recomposer selon l'humeur de leur maître, suggérant que l'espace lui-même est soumis à son influence psychique. Cette géographie mentale en pierre et en bois constitue l'un des personnages muets les plus fascinants du film, un environnement qui ne se contente pas d'abriter le drame mais qui l'exprime à travers chaque recoin d'ombre et chaque perspective fuyante. Le traitement sonore et la bande originale participent activement à la construction de cette réalité déformée. L'absence quasi totale de bruit naturel diurne, chants d'oiseaux, vent dans les arbres, dans les séquences contemporaines de Dracula crée une bulle acoustique aseptisée. Les sons présents sont soit organiques mais inquiétants, le grattement des rats dans les murs, le craquement du bois, soit mécanique et anachronique, le tic-tac amplifié d'horloge, le sifflement de la vapeur.
La composition de Danny Elfman évite les poncifs gothiques pour développer un langage musical hybride où des mélodies romantiques au piano se heurtent à des nappes électroniques dissonantes. Les scènes de transe ou de mémoire sont accompagnées de chuchotements enroulés en valaque, langage fantôme qui hante les couloirs sonores du film. Le silence lui-même est utilisé comme un instrument dramatique, notamment dans les interminables attentes entre les tests du parfum, où le seul son perceptible est la respiration contrôlée de Dracula. Lors des rares moments de violence, la bande-son explose en stridences métalliques et percussions irrégulières, reflétant la rupture de l'ordre mélancolique établi. Cette stratification sonore sophistiquée contribue à immerger le spectateur dans la perception sensorielle décalée du vampire, pour qui le monde des vivants arrive comme un brouillard de sensations étouffées et distantes. La relation entre Dracula et le prêtre dépasse le simple affrontement binaire pour explorer une forme de reconnaissance mutuelle entre deux solitudes absolues. Le chasseur de vampires n'incarne pas la morale institutionnelle mais plutôt une compréhension existentielle de la damnation, fruit de ses propres errances spirituelles. Leur dialogue philosophique, souvent situés dans des espaces neutres comme la bibliothèque ou le jardin d'hiver, ressemble à des sessions de psychanalyse où le patient et le thérapeute échangent parfois leur rôle. Le prêtre voit en Dracula le miroir grotesque de sa propre crise de foi, une incarnation de ce qui arrive quand le rejet de Dieu devient ontologique plutôt que temporaire. Inversement, Dracula perçoit en son adversaire une forme de courage qui lui manque, la capacité à continuer à croire en une rédemption possible malgré toutes les preuves du contraire. Cette dynamique crée des moments de complicité étrange, où les deux hommes semblent unis par leur compréhension exclusive de la nature du mal comme douleur cristallisée. Le prêtre ne brandit jamais de pieu ou de crucifix avec fanatisme. Ses armes sont des arguments théologiques, des silences lourds de sens, une compassion exigeante qui désarme la rage du vampire. Leur confrontation finale est moins un combat qu'une cérémonie conjointe, un rituel de passage où l'un guide l'autre vers la sortie de son propre enfer. L'utilisation du motif du parfum comme dispositif narratif central révèle une conception olfactive de la mémoire et de l'identité. Besson développe ici une mythologie originale où l'âme posséderait une signature aromatique unique, persistante à travers les réincarnations. Le laboratoire d'alchimie où Dracula affine sa formulation apparaît comme un sanctuaire scientifique, mélange d'alambics médiévaux et d'instruments de précision du XIXe siècle. Chaque essai avec une nouvelle candidate devient une expérience cruelle, où l'espoir renaît brièvement avant de s'écraser sur le rocher de la déception. Le parfum fonctionne aussi comme une métaphore du cinéma lui-même. Une essence volatile capable de convoquer des fantômes, de faire ressurgir le passé dans le présent, d'émouvoir au-delà de la raison. Sa composition secrète, qui inclurait une larme pétrifiée d'Elisabetta et des pétales de rose ayant poussé sur sa tombe, relève d'une poétique du fétichisme où le souvenir devient substance tangible. Les scènes d'inhalation sont filmées en extrême gros plan sur les narines de Dracula, capturant le frémissement imperceptible de reconnaissance ou de déception. Ce dispositif sensoriel élève le film au-delà du visuel pur, invitant à imaginer une dimension olfactive à la tragédie, comme si la douleur elle-même dégageait une odeur spécifique que seul le vampire pouvait détecter. La temporalité cyclique du récit se manifeste à travers la répétition de scènes clés sous des formes légèrement variées. Le geste de Dracula tendant la main vers le visage d'une femme, le rituel d'offrande du parfum, la découverte tragique de l'échec. Ces moments reviennent comme des leitmotifs visuels, chaque itération accumulant le poids des précédentes. Cette structure en spirale, plutôt que linéaire, traduit l'impression d'enfermement dans un temps sans progrès. Les ellipses entre les siècles sont souvent marquées par des fondus au noir prolongés, comme si le film lui-même hésitait à traverser ces périodes de stagnation. Les quelques dates apparaissant à l'écran, 1492, 1687, 1793, 1897, ne sont pas choisis au hasard mais correspondent à des moments de bouleversement historique qui contrastent avec l'immobilisme du protagoniste. Le montage crée parfois des collisions temporelles audacieuses, superposant par exemple une scène de bataille médiévale avec un salon victorien, suggérant que pour Dracula toutes les époques coexistent dans un présent perpétuellement saturé. Cette manipulation du temps narratif constitue l'une des réussites formelles les plus abouties du film, permettant au spectateur d'éprouver subjectivement la distorsion temporelle qui définit l'existence vampirique. Le traitement des personnages secondaires, souvent négligés dans les adaptations, gagne ici en épaisseur symbolique. Les serviteurs humains qui travaillent dans l'ombre du château, par exemple, ne sont pas de simples figurants mais des individus conscients de la nature de leur maître, liés à lui par des dettes, des peurs ou des loyautés complexes. Une scène particulièrement éloquente montre l'intendant vieillissant alors que Dracula reste identique, créant une tension douloureuse autour de la transmission et de la mortalité. Les autres vampires créés par Dracula, au-delà de Maria, forment une communauté dysfonctionnelle aux règles implicites, où les rivalités et les solidarités se jouent sur des siècles.
Besson esquisse rapidement mais efficacement toute une micro-société vampirique avec ses hiérarchies, ses traditions et ses tabous, évoquant une famille maudite dont le patriarche est trop absorbé par son deuil pour vraiment gouverner. Même les victimes anonymes de Dracula reçoivent parfois un bref instant de caractérisation avant leur mort, rappelant que chaque alimentation correspond à l'anéantissement d'une histoire singulière. Cette attention portée aux êtres en périphérie du mythe principal humanise l'univers du film et renforce l'impact tragique de la solitude centrale. Dracula est entouré mais incompris, servi mais jamais vraiment accompagné. L'exploration des limites de la malédiction vampirique fait l'objet de séquences presque expérimentales. Dracula teste systématiquement les contraintes de sa condition, cherchant les failles dans son propre enfermement métaphysique. Une scène remarquable le montre tentant de franchir un cours d'eau sacré non pas avec terreur, mais avec une curiosité scientifique mêlée d'espoir, documentant les réactions de son corps comme un médecin étudierait un symptôme. Ces tentatives de suicide, au-delà de leur dimension comique noire, révèlent une volonté désespérée de reprendre le contrôle sur un destin subi. Le film élabore ainsi une mythologie cohérente et interne où les « règles » du vampirisme ne sont pas des lois magiques arbitraires mais l'expression symbolique d'une condamnation théologique. L'incapacité à se refléter dans les miroirs, par exemple, est interprétée comme la perte de l'âme, cette étincelle divine qui permet la reconnaissance de soi. L'aversion pour les symboles sacrés fonctionne sur le mode de la réaction allergique, comme si son être tout entier rejetait physiquement ce qu'il a spirituellement renié. Cette approche systématique donne à l'univers du film une solidité conceptuelle rare, transformant le folklore en métaphore existentielle rigoureuse. Le contraste entre les différentes époques traversées est stylisé de manière à souligner l'aliénation progressive du protagoniste. Le XVe siècle Valak est filmé avec une palette de couleurs terreuses, des mouvements de caméra fluides et une attention aux détails historiques qui ancrent le récit dans un réalisme brutal. Le XVIIIe siècle, époque de ses errances à travers les cours européennes, adopte une esthétique rococo saturée, presque étouffante, où les perruques poudrées et les maquillages outranciers masquent la pourriture intérieure. L'arrivée au XIXe siècle victorien marque un retour à une certaine austérité, mais teintée d'une mélancolie industrielle, avec ses brumes perpétuelles et ses intérieurs surchargés de bibelots. Chaque transition d'époque est marquée par un changement notable dans la grammaire cinématographique, ratio d'image, texture de la pellicule, style de montage. Cette matérialisation visuelle du passage du temps permet au spectateur de ressentir la discontinuité que Dracula éprouve à chaque réveil dans un nouveau siècle, ce vertige devant un monde qui a changé de langage, de code et de rythme sans lui. Le costume de Jones évolue subtilement aussi, intégrant des éléments de chaque période tout en conservant une base anachronique, comme si le vampire était un palimpseste vestimentaire. La scène du couvent, souvent citée comme un sommet surréaliste, mérite une analyse approfondie dans sa dimension subversive. Les nonnes ne sont pas présentées comme des victimes passives mais comme des femmes dont la spiritualité confine à l'extase mystique, rendues vulnérables à la tentation vampirique précisément par l'intensité de leur dévotion. Dracula apparaît ici moins comme un séducteur actif que comme un catalyseur révélant les désirs refoulés d'une communauté cloîtrée. La transformation des religieuses suit une progression chorégraphiée précise, de la récitation pieuse à la transe orgiastique, évoquant les renversements carnavalesques où le sacré bascule dans son contraire. L'imagerie des voiles blancs volant dans les corridors obscurs crée une dialectique visuelle entre pureté et corruption, ordre et chaos. Cette séquence fonctionne aussi comme une mise en abîme de la quête de Dracula. Il cherche l'absolu, Dieu, l'amour éternel, mais ne rencontre que des substituts dégradés et des parodies démoniaques. Le couvent, lieu supposé de la présence divine, devient l'antichambre d'une révélation inversée, où le miracle attendu se transforme en cauchemar. Besson traite cette scène avec une gravité onirique qui évite le kitsch, précisément parce qu'il prend au sérieux les implications théologiques de son propre matériau. L'évolution du langage cinématographique de Besson atteint ici une forme de maturité contemplative. Loin du montage effréné de ses œuvres de jeunesse, Dracula privilégie des plans longs, des travelling latéraux lents qui explorent les décors comme un regard curieux, des compositions frontales qui rappellent la peinture portraitiste. La caméra adopte souvent le point de vue subjectif de Dracula, notamment dans les scènes de chasse où le monde se pare d'une aura thermographique, les proies potentielles brillant d'une lueur chaude dans l'obscurité. Les moments de haute tension psychologique sont traités en plans-séquences complexes, comme la préparation du parfum qui suit chaque geste alchimique avec une précision presque documentaire. Ce ralentissement du rythme permet une imprégnation progressive dans l'atmosphère, mais exige aussi du spectateur une patience qui n'est pas toujours récompensée narrativement. Le film assume pleinement son statut d'œuvre à contempler plus qu'à suivre, où l'émotion naît de l'accumulation d'impressions visuelles et sonores plus que de l'identification aux péripéties. Cette approche formelle audacieuse explique en partie la division de la critique.
Certains y voient la preuve d'un cinéma d'auteur exigeant, d'autres un signe de prétention creuse dissimulant un scénario faible. Et la réception critique contrastée du film mérite d'être analysée comme le symptôme d'un conflit d'attentes culturelles. Les critiques négatives reprochant au film son manque d'originalité par rapport à la version de Coppola occultent souvent ses innovations formelles et son recentrage radical sur la dimension psychologique. Les reproches sur la longueur et le rythme l'en révèlent une incompréhension face à un cinéma qui refuse les codes du blockbuster horrifique contemporain au profit d'un mélodrame gothique délibérément théâtral. Les éloges de la performance de Jones et de la direction artistique reconnaissent quant à eux que le film réussit pleinement dans ce qu'il entreprend. Créer un portrait d'une intensité hallucinée d'un être condamné à aimer au-delà de la mort. Les comparaisons avec le Dogman du même réalisateur sont éclairantes, les deux films partageant une fascination pour des personnages marginalisés dont la monstruosité apparente cache une vulnérabilité extrême. Le fait que Besson ait écrit le rôle spécifiquement pour Jones après leur collaboration précédente explique la symbiose rare entre l'acteur et le personnage, chaque geste semblant émaner d'une compréhension profonde de cette douleur archaïque. Finalement, le film s'inscrit dans la tradition des œuvres, divise la critique mais marque les esprits, où les défauts perçus par certains sont précisément les qualités célébrées par d'autres. La dimension métacinématographique de l'œuvre apparaît dans sa réflexion sur la nature même du mythe et de sa perpétuation. Dracula, en cherchant à ressusciter son histoire d'amour à travers les âges, agit comme un cinéaste ou un romancier tentant de rendre éternel un moment fugitif. Sa collection de portraits d'Elisabetta sous toutes les poses imaginables évoque la multiplication des adaptations cinématographiques du personnage, chaque version ajoutant une couche d'interprétation sans jamais épuiser le matériau originel. Le parfum lui-même, avec son pouvoir d'évocation, fonctionne comme une allégorie de l'art cinématographique, une essence magique capable de faire revivre les fantômes. Besson, en réalisant ce film, s'inscrit dans cette longue chaîne de réinterprétation tout en cherchant à y apporter sa marque personnelle, conscient peut-être de l'impossibilité de dire quelque chose de définitif sur un tel archétype culturel. Cette conscience de la lourdeur de la tradition explique certains choix de distanciation, comme les touches d'humour noir ou les anachronismes assumés, qui empêchent le film de sombrer dans un pastiche académique. Dracula devient ainsi, en plus d'une histoire sur un vampire, une méditation sur pourquoi nous ne cessons de raconter les mêmes histoires, et sur ce que cette répétition obsessionnelle dit de nos peurs et de nos désirs les plus profonds. La construction de la figure de Mina Elisabetta, bien que moins développée que celle de Dracula, gagne en complexité à la lumière d'une lecture attentive. Le scénario suggère subtilement que Mina n'est peut-être pas une simple réincarnation passive, mais une jeune femme du XIXe siècle en proie à des aspirations romantiques et à un malaise existentiel qui la rendent réceptive au mythe que Dracula projette sur elle. Ses réactions au parfum pourraient être interprétées comme des crises d'hystérie ou d'hyperesthésie plutôt que comme des souvenirs ataviques. La question centrale n'est jamais vraiment tranchée, assiste-t-on à une véritable reconnaissance d'âme sœur ou à une manipulation tragique où deux solitudes se croisent et se méprennent? Cette ambiguïté savamment entretenue élève le film au-dessus du simple conte fantastique pour en faire une étude sur la construction de l'amour comme récit partagé, où la vérité historique importe moins que l'intensité de la croyance mutuelle. Le personnage de Mina, souvent critiqué pour sa passivité, peut ainsi être relu comme une exploration de la condition féminine victorienne, prise entre les attentes sociales et le désir d'une destinée plus grande, même si celle-ci s'avère être un cauchemar gothique. Le traitement de la sexualité et du désir évite les clichés érotiques habituels du genre vampirique pour explorer des territoires plus inquiétants et métaphysiques. Le désir de Dracula pour Elisabetta Gmina est moins charnel que nostalgique, une tentative désespérée de retrouver un état de grâce perdu plutôt que d'assouvir une pulsion. Les scènes de morsure, filmées avec une pudeur étrange, ressemblent plus à des communions sacramentelles dévoyées qu'à des actes de violence érotisés. La sexualité des autres vampires, notamment Maria, est présentée comme décadente et désenchantée, un divertissement cynique pour tromper l'ennui éternel plutôt qu'une expression de vitalité. Cette désexualisation relative du mythe est un choix risqué mais cohérent avec la vision d'un Dracula dont la libido s'est entièrement sublimée en quête spirituelle. Le véritable érotisme du film réside peut-être dans le rapport fétichiste aux objets, le flacon de parfum, la mèche de cheveux conservée, les lettres jamais envoyées, et dans la sensualité des matières, le velours, la cire qui coule, le sang épais comme du sirop. Besson remplace ainsi l'érotisme du corps par un érotisme de la trace, de la relique, de ce qui subsiste quand la chair a disparu. L'héritage littéraire et cinématographique du film mérite d'être situé dans une tradition plus large que la seule lignée des adaptations de Stoker. On perçoit des échos du Vathek de William Beckford dans la décadence orientalisante, du Melmoth de Mathurin dans la solitude du pêcheur immortel, et même du Dorian Gray d'Oscar Wilde dans le paradoxe de la jeunesse éternelle comme malédiction. Du côté cinématographique,
Besson dialogue moins avec les Dracula classiques qu'avec des œuvres comme The Hunger de Tony Scott pour sa sensualité morbide, Only Lovers Left Alive de Jarmusch pour son traitement de l'ennui immortel, ou The Company of Wolves de Neil Jordan pour son exploration du fantastique comme métaphore psychologique. Cette richesse intertextuelle ne se manifeste pas par des citations ostentatoires mais par une ambiance partagée, un questionnement similaire sur les liens entre désir, mort et création artistique. Le film assume ainsi sa position dans une conversation culturelle qui dépasse largement le cadre du film de vampire, s'inscrivant dans la grande tradition des œuvres romantiques noires qui interrogent les limites de l'humain face à l'attrait des ténèbres. La fonction du prologue et de l'épilogue encadrant le récit principal révèle une structure narrative soigneusement calibrée. L'ouverture sur la bataille contre les Ottomans et la mort d'Elisabetta n'est pas présentée comme un simple flashback explicatif mais comme le souvenir fondateur qui hante chaque image ultérieure. Le film entier peut être lu comme la tentative de Dracula de réécrire cette scène originelle, de trouver une issue alternative au tragique. L'épilogue, montrant Mina vivant sa vie normale mais marquée par une mélancolie inexplicable, suggère que la quête de Dracula a laissé une trace indélébile dans le tissu du temps, comme une perturbation qui continue de se propager. Cette structure circulaire mais non fermée, Mina n'est pas devenue vampire, Dracula n'a pas été détruit de façon conventionnelle, évite la résolution cathartique traditionnelle au profit d'une ouverture mélancolique. Le dernier plan, un travelling arrière quittant la fenêtre éclairée de Mina pour se perdre dans la nuit, peut être interprété comme le point de vue de Dracula disparaissant, ou comme l'affirmation que l'histoire continue au-delà du cadre, que les mythes survivent à leurs incarnations particulières. Cette subtilité dans la construction narrative démontre une ambition littéraire rare dans le cinéma de genre contemporain. En définitive, Dracula, 2025, de Luc Besson se présente comme une œuvre testamentaire ou un cinéaste au sommet de son art technique ose un geste radical, dépouiller un mythe populaire de ses attributs horrifiques les plus familiers pour en extraire la substantifique moelle tragique. Ce film ne cherche pas à faire peur mais à émouvoir, non à divertir par l'action mais à hypnotiser par la contemplation d'une douleur devenue paysage. Ses défauts aux longueurs, inégalité de rythme, personnages secondaires esquissés, sont indissociables de ses qualités. Ambition démesurée, cohérence stylistique rare, performance centrale magnétique. Il restera probablement comme un film culte pour certains, un échec noble pour d'autres, mais certainement pas comme une œuvre indifférente. Dans le paysage cinématographique contemporain, il fait figure d'anachronisme superbe, de pari audacieux sur la capacité des spectateurs à accepter un cinéma de l'émotion pure, lent, exigeant et résolument tourné vers l'intériorité des ombres. Comme le parfum de son protagoniste, il diffuse longtemps après la projection une odeur persistante de mélancolie et de beauté maudite, preuve qu'il a touché à quelque chose d'essentiel dans la condition humaine. Notre terreur et notre fascination devant l'amour qui prétend défier la mort. L'immortalité vampirique est présentée comme une atrophie progressive des facultés émotionnelles. Dracula traverse les siècles non pas en accumulant de la sagesse, mais en perdant la capacité de ressentir des nuances subtiles. Sa palette émotionnelle se réduit à une douleur sourde, un espoir ténu et une colère froide. Les joies simples des mortels lui deviennent étrangères, perçues à travers une vitre opaque de nostalgie. Cette déperdition affective est physiquement traduite par la rigidification de ses expressions faciales, comme si son visage devenait un masque de cire à force de répéter les mêmes sentiments. Ses tentatives pour simuler des émotions humaines lors de ses interactions sociales sont d'une gêne palpable, révélant l'abîme qui le sépare des vivants. Le film suggère ainsi que la véritable mort n'est pas l'anéantissement, mais l'impossibilité de renouveler son rapport au monde. Cette atrophie fait de sa quête non un projet, mais un réflexe conditionné, la seule pulsion qui subsiste dans un psychisme appauvri. Le cercueil où il repose devient la métaphore parfaite de cette existence réduite à sa plus simple expression, une attente sans fin dans un espace clos. Les scènes où il observe les humains sans les comprendre évoquent un ethnologue étudiant une espèce dont il a perdu le code génétique émotionnel. Cette approche renverse le fantasme de l'éternelle jeunesse en cauchemar de l'éternelle sénescence psychique. L'architecture intérieure du château fonctionne comme une matérialisation des méandres de la mémoire traumatique. Les couloirs qui semblent changer de configuration, les pièces qui apparaissent et disparaissent, les escaliers circulaires menant à des impasses, tout traduit l'impossibilité de Dracula de construire un récit cohérent à partir de son passé. Certaines salles sont des conservatoires intacts de périodes révolues, d'autres des espaces vides où ne subsistent que des échos. La grande salle du trône, abandonnée mais préservée comme une relique, symbolise la permanence de son statut de prince dans un monde qui a aboli les monarchies. La bibliothèque, en perpétuelle expansion, représente la tentative vaine de compenser par le savoir accumuler l'expérience directe qui lui fait défaut. Les caves voûtées, où résonnent les gouttes d'eau, matérialisent les strates les plus anciennes et les plus refoulées de sa conscience.
Cette géographie mentale n'obéit pas aux lois de la physique mais à celles de l'association d'idées et du souvenir douloureux. Le spectateur éprouve une désorientation croissante à mesure que le film progresse, partageant la confusion spatiale du protagoniste. Cette architecture onirique rappelle les décors d'un Cocteau ou d'un Jean Rollin, où chaque porte ouverte révèle moins une pièce qu'un état d'âme. Le château devient ainsi le véritable corps du vampire, une carapace de pierre aussi immuable et froide que sa condition. La bande-son conçue par Danny Elfman et le designer sonore Nicolas Becker crée une toile auditive d'une complexité rare. Les leitmotifs associés aux personnages subissent des transformations subtiles à travers les siècles. La mélodie d'Elisabetta, simple et folklorique au XVe siècle, devient au XIXe un thème orchestral romantique surchargé d'harmonie, comme un souvenir déformé par trop de remémoration. Les bruits de fond sont souvent anachroniques, le bourdonnement des fils électriques dans un château médiéval, le sifflement lointain d'un train à vapeur là où il ne devrait pas y en avoir. Ces anachronismes sonores discrets signalent la perméabilité des époques dans l'esprit de Dracula. Les moments de silence absolu sont rares mais significatifs, généralement précédant une prise de conscience douloureuse ou l'apparition d'un fantôme mémoriel. Les voix, en particulier celles de Jones, sont parfois traitées avec des effets de réverbération ou de filtrage pour suggérer une parole venant de loin dans le temps ou de profondément à l'intérieur. Les scènes de transformation utilisent des sons organiques déformés, craquements d'os, battements de cœur amplifiés, rappelant que sous l'apparence lisse du vampire se cache une physiologie monstrueuse. Cette richesse sonore fait de l'écoute une expérience aussi importante que le regard, immergeant le spectateur dans la perception auditive décalée d'un être pour qui les sons du monde moderne doivent sembler aussi étrangers que des transmissions extraterrestres. La relation dialectique entre Dracula et le prêtre évolue vers une forme de symbiose intellectuelle où chacun trouve dans l'autre son interlocuteur ultime. Leurs conversations nocturnes, souvent filmées en plan séquence sans coupure, ressemblent à des duels d'échecs métaphysiques où chaque mouvement verbal engage l'âme entière. Le prêtre ne cherche pas à convertir mais à comprendre, reconnaissant dans la malédiction vampirique une radicalisation de la condition humaine pécheresse. Dracula, de son côté, trouve dans ce prêtre hétérodoxe le premier être depuis des siècles capable de discuter d'égal à égal, sans crainte ni fascination malsaine. Cette dynamique crée des moments de suspension du conflit où les deux hommes semblent oublier leur rôle pour ne plus être que deux consciences aux prises avec l'absurde de l'existence. Le prêtre propose une théologie de la fragilité, où la rédemption serait possible précisément parce que la malédiction n'a pas totalement effacé l'humanité originelle. Dracula défend une philosophie du désespoir actif, où la quête impossible est préférable à l'acceptation résignée. Leur opposition n'est donc pas entre le bien et le mal, mais entre deux formes de courage face à la souffrance. L'un croit encore à une issue, l'autre a fait de son absence le principe même de son être. Cette complexité morale élève le film bien au-delà du manichéisme habituel du genre. Le laboratoire alchimique où est élaboré le parfum constitue un microcosme de la méthode de Dracula, rationnelle, systématique, mais appliquée à un objectif essentiellement magique. Les instruments de verre, les fourneaux, les grimoires annotés témoignent de siècles de recherche méthodique. Chaque essai est soigneusement documenté dans des registres qui forment une bibliothèque à part entière, une encyclopédie tragique des échecs. Le parfum lui-même est présenté moins comme une potion magique que comme un produit chimique complexe, dont la formule exacte reste le secret le mieux gardé du vampire. Sa création mobilise des connaissances en botanique, en chimie naissante et en philosophie naturelle, montrant un Dracula en phase avec les avancées scientifiques de chaque époque, qu'il détourne vers son obsession personnelle. Les scènes de distillation, filmées avec un fétichisme sensuel pour les liquides colorés et les vapeurs irisées, transforment le laboratoire en un sanctuaire où la science flirte avec la nécromancie. Ce dispositif narratif permet au film d'explorer la frontière entre rationalité et folie. La quête de Dracula est insensée, mais les moyens qu'il emploie sont d'une rigueur presque cartésienne. Le parfum devient ainsi le symbole de cette contradiction fondamentale. Une tentative de quantifier l'inquantifiable, de capturer matériellement l'immatériel, de faire de l'âme un objet de laboratoire. La structure narrative en spirale, où des motifs visuels et dramatiques reviennent avec des variations infimes, crée un effet hypnotique qui épouse la temporalité vécue par le protagoniste. Le geste de Dracula ouvrant le flacon de parfum, par exemple, est répété des dizaines de fois, mais chaque occurrence est légèrement différente dans son rythme, son angle de prise de vue, l'expression qui l'accompagne. Ces variations subtiles trahissent les infimes fluctuations de l'espoir à travers les siècles. Les transitions entre les époques sont souvent marquées par des fondus enchaînés où un élément du décor se transforme en son équivalent moderne, une torche devient un bec de gaz, un parchemin se change en lettres sur papier vélin. Ces ellipses poétiques suggèrent moins une succession qu'une superposition, comme si toutes les époques coexistaient dans la conscience du vampire. Le film utilise aussi le procédé du leitmotiv visuel. La rose,
d'abord réel dans le jardin d'Elisabetta, devient un motif brodé, puis une image dans un livre, enfin une simple senteur dans le parfum, traçant ainsi l'évolution d'un souvenir concret vers une abstraction pure. Cette construction savante donne à l'œuvre une densité rare, où chaque image semble chargée de l'écho des précédentes, créant une impression de déjà-vu qui est précisément le sujet du film. Les figures secondaires, bien que rapidement esquissées, sont dotées d'une épaisseur psychologique qui enrichit l'univers du film. Les serviteurs humains du château, par exemple, forment une communauté secrète liée par un pacte de silence et une peur mêlée de loyauté. Une scène brève mais éloquente montre le majordome vieillissant préparant le cercueil de son maître avec un soin funèbre, comme s'il accomplissait un rite sacré. Les autres vampires créés par Dracula forment une société parallèle aux règles complexes, où les anciens rivalisent de cynisme et les plus récents conservent des lueurs d'humanité. Maria se distingue comme la plus ambiguë, à la fois gardienne de la tradition et rebelle silencieuse, dont les regards en coin trahissent une pensée indépendante. Même les victimes anonymes sont parfois caractérisées par un détail, une lettre dans une poche, un médaillon, un air fredonné, rappelant que chaque vie prise alimente la culpabilité infinie du vampire. Cette attention aux périphéries du drame principal crée un effet de réel saisissant, ancrant le fantastique dans un monde crédible peuplé d'individus aux motivations complexes. Le film suggère ainsi que la tragédie de Dracula ne se joue pas dans un vide existentiel, mais au sein d'un réseau de relations affectives et hiérarchiques qui en module l'expression. Les limites de la malédiction font l'objet d'une exploration quasi scientifique qui distingue cette adaptation. Dracula teste systématiquement les contraintes de sa condition avec la rigueur d'un expérimentateur. Une séquence montre ainsi ses tentatives pour franchir un seuil sacré, documentant les réactions de son organisme comme un médecin noterait des symptômes. Ses essais de suicide, au-delà de leur dimension tragique, révèlent une curiosité désespérée sur la nature de sa propre immortalité. Le film élabore une mythologie interne cohérente où chaque « règle » du vampirisme correspond à une logique symbolique. L'incapacité à se refléter matérialise la perte de l'âme, l'aversion pour les symboles sacrés exprime une allergie métaphysique. Cette approche systématique confère à l'univers du film une solidité conceptuelle remarquable, transformant le folklore en métaphore existentielle rigoureuse. Les scènes où Dracula étudie des traités d'anatomie ou de théologie pour comprendre sa condition ajoutent une dimension intellectuelle au personnage, loin du monstre instinctif. Cette quête de connaissance, bien que vaine, humanise le vampire en faisant de lui un penseur aux prises avec le paradoxe de son être. Le laboratoire, la bibliothèque, l'observatoire qu'il aurait fait construire, autant d'espaces dédiés à cette investigation désespérée de sa propre nature. Le contraste entre les époques traversées est stylisé de manière à souligner l'aliénation croissante du protagoniste. Le XVe siècle valaque est filmé avec des couleurs terreuses et un grain pelliculaire rappelant les primitifs flamands. Le XVIIIe siècle adopte une esthétique rococo saturée, presque écrasante, où les dorures et les miroirs multiplient à l'infini l'image d'un Dracula de plus en plus étranger à lui-même. Le XIXe siècle victorien introduit une palette de gris et de brun, avec des lumières filtrées par les brumes industrielles. Chaque transition est marquée par un changement dans la grammaire cinématographique. La caméra devient plus mobile ou plus statique, le montage plus saccadé ou plus fluide. Ces choix formels permettent aux spectateurs de ressentir physiquement le décalage temporel qui est le lot du vampire. Les costumes de Jones évoluent subtilement, mêlant des éléments anachroniques dans un ensemble qui défie la chronologie, comme si son apparence était un collage de toutes ses vies successives. Ces ruptures stylistiques créent une fragmentation narrative qui reflète la dislocation identitaire du personnage, incapable de s'inscrire dans une continuité historique. Le film devient ainsi une méditation sur l'histoire comme processus d'exclusion, où celui qui ne meurt pas se retrouve progressivement exilé de chaque époque qu'il traverse. La séquence du couvent représente l'apogée de la dimension subversive du film. Les nonnes ne sont pas des victimes passives mais des mystiques dont l'extase spirituelle les prédispose à une transfiguration démoniaque. Dracula agit ici comme un révélateur des désirs refoulés par l'ascétisme, moins un séducteur qu'un catalyseur. La transformation des religieuses suit une chorégraphie précise, des chants grégoriens aux râles orgiastiques, évoquant les inversions carnavalesques du sacré. L'imagerie des voiles blancs flottant dans des corridors obscurs crée une dialectique visuelle entre pureté et souillure, ordre et chaos. Cette scène fonctionne aussi comme une mise en abîme de la quête du vampire. Il recherche l'absolu mais ne rencontre que des parodies dégradées. Le couvent, lieu supposé de la présence divine, devient le théâtre d'une révélation inversée. Besson traite cette matière potentiellement choquante avec une gravité onirique qui évite le kitsch, précisément parce qu'il prend au sérieux les implications théologiques de son récit. Les nonnes transformées ne sont pas montrées comme des monstres mais comme des extatiques, leur visage exprimant moins la terreur qu'une forme de béatitude pervertie.
Cette ambiguïté morale est caractéristique de l'approche complexe du film face aux questions du bien et du mal. Le langage cinématographique de Besson atteint ici une maturité contemplative remarquable. Loin du montage effréné de ses premiers films, Dracula privilégie des plans longs et des compositions soigneusement équilibrées. La caméra adopte souvent le point de vue subjectif du vampire, notamment dans les scènes de chasse où le monde prend des teintes thermographiques. Les moments de tension psychologique sont traités en plans-séquences complexes, comme la préparation du parfum filmé avec une précision quasi documentaire. Ce ralentissement du rythme permet une imprégnation atmosphérique profonde, mais exige du spectateur une patience inhabituelle. Le film assume pleinement son statut d'œuvre à contempler, où l'émotion naît de l'accumulation d'impressions plus que de l'identification narrative. Cette audace formelle explique la division critique. Certains y voient la marque d'un cinéma d'auteur exigeant, d'autres un signe de prétention. La photographie de Colin Wandersman, inspirée de la peinture hollandaise, utilise un clair-obscur subtil où les ombres ne sont jamais totalement opaques mais révèlent des détails secrets. Les rares scènes en extérieur diurne sont traitées avec une lumière crue et contrastée qui semble agresser la pellicule, comme si le film lui-même souffrait de l'exposition au soleil. La réception contrastée du film mérite une analyse en profondeur comme symptôme culturel. Les critiques reprochant un manque d'originalité occultent souvent ses innovations formelles et son recentrage psychologique radical. Les reproches sur le rythme révèlent une incompréhension face à un cinéma qui refuse les codes du blockbuster horrifique. Les éloges de la performance de Jones et de la direction artistique reconnaissent la réussite de son projet. Créer un portrait halluciné d'un être condamné à aimer au-delà de la mort. Les comparaisons avec Dogman sont éclairantes, les deux films partageant une fascination pour les marginalités monstrueuses. Le fait que Besson ait écrit le rôle pour Jones explique la symbiose rare entre l'acteur et le personnage. Le film s'inscrit ainsi dans la catégorie des œuvres qui divisent mais marquent, où les défauts perçus par certains sont les qualités célébrées par d'autres. Sa place dans la filmographie de Besson est particulière. Après des décennies de cinéma pulsionnel, voici une œuvre de la maturation, de la réflexion et du deuil. Cette dimension autobiographique transparaît dans le traitement de la douleur comme moteur existentiel, thème récurrent chez le cinéaste mais jamais exploré avec une telle radicalité. Dracula apparaît ainsi comme un film testament où un auteur au sommet de sa maîtrise technique ose un geste artistique risqué et personnel. Et la dimension métacinématographique affleure constamment dans cette réflexion sur la perpétuation des mythes. Dracula, en cherchant à ressusciter son histoire, agit comme un cinéaste tentant de rendre éternel un moment éphémère. Sa collection de portraits d'Elisabetta sous toutes les poses évoque la multiplication des adaptations, chaque version ajoutant une couche sans épuiser le matériau originel. Le parfum, avec son pouvoir d'évocation, fonctionne comme une allégorie de l'art cinématographique lui-même. Besson s'inscrit dans cette chaîne de réinterprétation tout en cherchant à y apporter sa marque, conscient de l'impossibilité de dire quelque chose de définitif sur un tel archétype. Cette conscience de la tradition explique certains choix de distanciation, comme les touches d'humour noir ou les anachronismes assumés. Le film devient ainsi une méditation sur pourquoi nous racontons sans cesse les mêmes histoires, et sur ce que cette répétition dit de nos peurs et désirs. Les références internes au cinéma de vampires, une affiche de Nosferatu dans une rue londonienne, une mention de Carmilla, créent un jeu intertextuel savant. Besson semble dire que chaque nouvelle version doit nécessairement dialoguer avec celles qui l'ont précédée, que le mythe est un palimpseste où toutes les interprétations coexistent. Cette profondeur métaréflexive distingue le film des simples adaptations commerciales et en fait une œuvre sur le pouvoir de la fiction elle-même. La figure de Mina Elisabetta gagne en complexité à travers une lecture attentive des non-dits du scénario. Mina n'est peut-être pas une réincarnation passive mais une jeune femme en proie à des aspirations romantiques qui la rendent réceptive aux mythes projetés sur elle. Ses réactions au parfum pourraient être des crises d'hystérie plutôt que des souvenirs ataviques. Le film ne tranche jamais clairement entre reconnaissance d'âme sœur et manipulation tragique. Cette ambiguïté savamment entretenue élève l'histoire au-delà du fantastique pour en faire une étude sur la construction de l'amour comme récit partagé. Mina, souvent critiquée pour sa passivité, peut être relue comme une exploration de la condition féminine victorienne, prise entre les attentes sociales et le désir d'une destinée extraordinaire. Ces scènes avec Dracula sont empreintes d'une étrange dualité. Elle semble à la fois séduite et effrayée, reconnue et méconnue. La question de son consentement au rituel final est traitée avec une subtilité rare, laissant planer le doute sur son degré d'adhésion consciente. Cette complexité fait de Mina un personnage bien plus intéressant qu'il n'y paraît à première vue, moins un objet qu'un sujet dont l'intériorité reste délibérément mystérieuse. Le film suggère ainsi que dans toute relation mythique, la part de projection l'emporte souvent sur la connaissance réelle de l'autre. Le traitement de la sexualité évite les clichés érotiques du genre pour explorer des territoires plus métaphysiques.
Le désir de Dracula est moins charnel que nostalgique, une tentative de retrouver un état de grâce perdu. Les scènes de morsure ressemblent à des communions sacramentelles dévoyées plutôt qu'à des actes de violence érotisés. La sexualité des autres vampires est présentée comme décadente et désenchantée, un divertissement cynique contre l'ennui éternel. Cette désexualisation relative est un choix risqué mais cohérent avec la vision d'un Dracula dont la libido s'est sublimée en quête spirituelle. Le véritable érotisme réside dans le rapport fétichiste aux objets et dans la sensualité des matières. Besson remplace l'érotisme du corps par un érotisme de la trace et de la relique. Les quelques scènes à connotation sexuelle explicite impliquent d'autres vampires, jamais Dracula lui-même, comme pour souligner qu'il a transcendé cette dimension physiologique. Cette approche contribue à l'atmosphère singulière du film, où la passion est tout entière canalisée dans une recherche métaphysique. Le vampirisme devient ainsi une métaphore non de la sexualité déviante, mais de la nostalgie comme force destructrice et créatrice. Cette relecture audacieuse distingue radicalement le film des innombrables adaptations qui ont érotisé le mythe, proposant une vision plus triste et plus philosophique de l'immortalité amoureuse. L'héritage culturel du film s'inscrit dans une tradition bien plus vaste que la seule lignée des adaptations de Stoker. On perçoit des échos du roman gothique anglais dans la thématique de la faute inexpiable, du romantisme noir allemand dans l'esthétique de la ruine et de la mélancolie. Des résonances bibliques traversent le récit, notamment dans la structure de chute et de rédemption potentielle. Du côté cinématographique, Besson dialogue avec des œuvres aussi diverses que The Innocent de Jack Clayton pour l'ambiance psychologique, The Devils de Ken Russell pour la transgression religieuse, ou The Draughtsmanes Contract de Peter Greenaway pour l'esthétique baroque et le jeu sur les apparences. Cette richesse intertextuelle ne se manifeste pas par des citations ostentatoires, mais par une parenté d'esprit, un questionnement similaire sur les rapports entre art, mort et désir. Le film assume ainsi sa position dans une conversation culturelle qui dépasse largement le cadre du film de vampire, s'inscrivant dans la grande tradition des œuvres qui interrogent les limites de l'humain. La scène du banquet halluciné, par exemple, évoque autant le Satyricon de Fellini que les festins décadents de la littérature fin de siècle. Cette culture visuelle et littéraire profondément assimilée donne au film une épaisseur qui récompense les spectateurs attentifs, sans jamais alourdir le récit principal par de la pédanterie. La structure narrative encadrée par le prologue et l'épilogue révèle une construction soigneusement pensée. L'ouverture sur la bataille et la mort d'Elisabetta n'est pas un simple flashback mais le souvenir fondateur qui hante chaque image ultérieure. Le film entier peut être lu comme la tentative de réécrire cette scène originelle, d'en trouver une issue alternative. L'épilogue, montrant Mina vivant normalement mais marquée par une mélancolie inexplicable, suggère que la quête de Dracula a laissé une trace indélébile dans le temps. Cette structure circulaire mais ouverte évite la résolution cathartique au profit d'une fin mélancolique et ambiguë. Le dernier plan, un travelling arrière quittant la fenêtre de Mina, peut être interprété comme le point de vue de Dracula disparaissant ou comme l'affirmation que l'histoire continue au-delà du cadre. Cette subtilité narrative démontre une ambition littéraire rare dans le cinéma de genre contemporain. Le film se clôt ainsi sur une note de questions sans réponse, d'échos qui se propagent, parfaitement cohérente avec sa thématique centrale de la mémoire comme onde persistante. Cette fin refuse la consolation facile, préférant la beauté trouble d'un sacrifice dont les conséquences ultimes restent insaisissables. Elle laisse le spectateur avec un sentiment de perte qui est précisément l'émotion que le film a cultivée pendant plus de 2 heures, réalisant ainsi une parfaite adéquation entre la forme et le fond. En définitive, Dracula, 2025, de Luc Besson se présente comme une œuvre testamentaire ou un cinéaste au sommet de son art technique aux un geste radical, dépouiller un mythe populaire de ses attributs horrifiques pour en extraire la substantifique moelle tragique. Ce film ne cherche pas à faire peur mais à émouvoir, non à divertir par l'action mais à hypnotiser par la contemplation d'une douleur devenue paysage. Ses défauts aux longueurs, inégalité de rythme, personnages secondaires esquissés, sont indissociables de ses qualités. Ambition démesurée, cohérence stylistique rare, performance centrale magnétique. Il restera probablement comme un film culte pour certains, un échec noble pour d'autres, mais certainement pas comme une œuvre indifférente. Dans le paysage cinématographique contemporain, il fait figure d'anachronisme superbe, de pari audacieux sur la capacité des spectateurs à accepter un cinéma de l'émotion pure, lent, exigeant et résolument tourné vers l'intériorité des ombres. Comme le parfum de son protagoniste, il diffuse longtemps après la projection une odeur persistante de mélancolie et de beauté maudite, preuve qu'il a touché à quelque chose d'essentiel dans la condition humaine. Notre terreur et notre fascination devant l'amour qui prétend défier la mort, et notre intuition que cette révolte, si elle était possible, serait peut-être la pire des malédictions. Et la déshumanisation progressive du prince Vladimir se manifeste par une altération imperceptible de ses réflexes et micro-expressions.
Après des siècles d'existence, ces gestes perdent l'aisance naturelle du vivant pour adopter une grâce calculée, comme s'il devait constamment penser ses mouvements. Son sourire, lorsqu'il tente d'en produire un, arrive avec un délai imperceptible mais gênant, trahissant un effort de simulation. La voix même de Caleb Landry Jones subit des transformations subtiles entre les époques, gagnant en raucité et en résonance caverneuse à mesure que le vampire s'éloigne de son humanité originelle. Ces détails performatifs construisent une phénoménologie de l'immortalité non comme un état mais comme un processus continu d'érosion identitaire. La manière dont il manipule les objets, avec une précaution exagérée comme s'il craignait de les briser, révèle une conscience aiguë de sa propre force déshumanisée. Ses interactions avec les miroirs absents montrent des réflexes de reconnaissance qui se brisent dans le vide, créant des scènes d'un malaise profond. Le film suggère ainsi que la malédiction ultime n'est pas de ne pas mourir, mais de perdre progressivement le mode d'être au monde qui définit l'humain. Cette lente déperdition fait de chaque siècle une nouvelle mort partielle, une amputation supplémentaire de son être. La performance physique de Jones capture magistralement cette dégénérescence existentielle, où le corps devient une marionnette dont les fils seraient progressivement coupés. L'architecture du château ne se contente pas de refléter la psyché du vampire, elle agit activement sur elle comme un dispositif de contrôle mental. Certaines pièces semblent posséder une influence sur l'humeur de Dracula, le plongeant dans des états mélancoliques ou des accès de rage sans cause apparente. Les couloirs qui changent de configuration pourraient être interprétés comme des manifestations de sa pensée désorganisée, mais aussi comme des pièges tendus à sa propre conscience. La salle des miroirs, où toutes les surfaces réfléchissantes ont été couvertes de drap noir, matérialise son refus de confrontation avec son absence d'âme. La chapelle déconsacrée, où traînent encore des vestiges du culte orthodoxe, fonctionne comme une zone de crise où sa malédiction est particulièrement palpable. Cette architecture psychotique rappelle les théories sur les environnements comme extension du cerveau, où l'espace organise la pensée autant qu'il l'exprime. Le spectateur éprouve une angoisse claustrophobique progressive à mesure que le film explore ses dédales, partageant l'emprisonnement mental du protagoniste. Les rares ouvertures sur l'extérieur, à des fenêtres étroites, des balcons surplombant des précipices, offrent des échappées visuelles qui soulignent par contraste l'enfermement général. Le château devient ainsi un personnage à part entière, une entité quasi-organique qui digère le temps et les souvenirs. Cette matérialisation de l'inconscient en pierre et en bois constitue l'une des inventions les plus fortes du film, transformant le décor gothique traditionnel en paysage mental. La conception sonore pousse plus loin encore l'immersion dans la perception altérée du vampire. Les sons du monde extérieur parviennent au château comme à travers un filtre aquatique, étouffé et déformé. Les voix humaines, en particulier, semblent venir de très loin même lorsque leurs émetteurs sont proches, comme si Dracula percevait les vivants à travers une barrière insonore. Inversement, certains sont imperceptibles pour l'oreille normale ou le grignotement des insectes dans les boiseries, la croissance des champignons dans les caves sont amplifiés jusqu'à devenir obsédants. Cette réorganisation sensorielle crée une expérience acoustique déstabilisante pour le spectateur, qui partage l'isolement auditif du protagoniste. La musique elle-même subit des traitements électroniques qui la rendent parfois littéralement spectrale, avec des notes qui semblent se désintégrer dans l'air. Les silences, lorsqu'ils surviennent, ne sont jamais absolus mais peuplés de bourdonnements infimes et de résonances fantômes. Cette sophistication sonore fait de l'écoute une exploration active, où chaque strate acoustique révèle un aspect de la condition vampirique. Les scènes de dialogue entre Dracula et le prêtre bénéficient d'un traitement particulier. Leurs voix sont claires et présentes, comme si leur confrontation créait une bulle de normalité acoustique dans l'univers déréglé. Cette attention extrême à la dimension auditive contribue puissamment à faire du film une expérience sensorielle totale, où l'ouïe est sollicité avec autant d'acuité que la vue. La relation entre Dracula et le prêtre évolue vers une forme de dialectique existentielle où chacun incarne une réponse possible à la souffrance humaine. Le prêtre représente la voie de la transcendance, où la douleur est interprétée comme une épreuve menant à une compréhension supérieure. Dracula incarne la voie de l'immanence tragique, où la souffrance n'a pas de sens mais devient le principe organisateur de l'existence. Leurs échanges nocturnes explorent ces deux positions philosophiques avec une rigueur inhabituelle pour le cinéma de genre. Le prêtre ne propose pas une théologie dogmatique mais une mystique de la vulnérabilité, où la rédemption serait accessible précisément à travers la reconnaissance de sa propre faille. Dracula défend un nihilisme actif, où la quête impossible donne une forme à un vide qui sinon serait insupportable. Cette confrontation dépasse largement le cadre du bien contre le mal pour interroger les fondements même de l'éthique face à la douleur. Le film suggère que ces deux positions sont en réalité complémentaires. Sans la possibilité du nihilisme, la foi n'aurait pas de défi à relever. Sans la possibilité de la rédemption, le nihilisme n'aurait pas de contrepoint.
Leur relation devient ainsi une allégorie des deux pôles entre lesquels oscille toute conscience confrontée à la souffrance extrême. Cette profondeur philosophique élève le matériau bien au-delà de ses origines populaires, en faisant une méditation sur les ressources de l'esprit humain face à l'insupportable. Le laboratoire alchimique représente la tentative désespérée de Dracula d'appliquer la rationalité scientifique à un problème métaphysique. Chaque instrument, chaque flacon, chaque livre annoté témoigne de siècles de recherches méthodiques sur la nature de l'âme et les mécanismes de la réincarnation. Les formules chimiques complexes qui couvrent les tableaux noirs mêlent des notations modernes à des symboles hermétiques anciens, créant un langage hybride unique. Les expériences menées ne se limitent pas au parfum mais incluent des études sur le sang, les larmes, les cheveux et toutes les substances supposées porteuses de l'identité. Cette approche systématique donne au personnage une dimension de savant fou qui rappelle les figures de la Renaissance comme Faust ou Paracelse. Le film montre comment cette recherche scientifique, bien que rigoureuse dans sa méthode, est fondamentalement viciée par son objet impossible, vouloir capturer l'immatériel avec des outils matériels. Les scènes où Dracula note méticuleusement ses échecs successifs sont parmi les plus pathétiques du film, révélant l'absurdité tragique de son entreprise. Le laboratoire devient ainsi le lieu où la raison s'épuise à vouloir résoudre un mystère qui la dépasse, où la méthode expérimentale rencontre ses limites ultimes. Cette représentation de la science comme impuissante face aux questions métaphysiques constitue un contrepoint intéressant à l'optimisme rationaliste du XIXe siècle où se déroule une partie de l'action. La structure en spirale du récit trouve son équivalent dans la construction visuelle de certaines séquences clés. La scène du bal au XVIIIe siècle, par exemple, est filmée avec un mouvement de caméra circulaire qui suit Dracula tournant autour des danseurs sans jamais s'engager, créant une boucle hypnotique. Les flashbacks sur Elisabetta reviennent selon un motif de plus en plus serré, comme si la mémoire devenait obsessionnelle. Le montage crée parfois des échos visuels entre des scènes séparées par des siècles, faisant se répondre un geste du XVe siècle avec son équivalent dégradé au XIXe. Cette construction en écho donne au film une cohérence interne remarquable, où chaque élément semble relié aux autres par des fils invisibles. Le spectateur a l'impression de progresser non pas linéairement mais en cercle concentrique, se rapprochant progressivement du noyau tragique. Les transitions entre les époques utilisent souvent des objets pivots ou un bijou, une arme, un vêtement qui traversent le temps comme des témoins silencieux. Cette matérialisation du passage du temps à travers des artefacts crée une continuité tangible dans un récit marqué par la discontinuité. Le film devient ainsi une méditation sur la persistance des traces, sur ce qui survit aux bouleversements historiques et personnels. Cette attention à la matérialité de l'histoire distingue l'approche de Besson de celle qui privilégie une vision purement psychologique ou symbolique. Les personnages secondaires, bien que rapidement présentés, sont dotés d'une épaisseur psychologique qui enrichit considérablement l'univers du film. Les serviteurs humains du château, par exemple, forment une microsociété aux règles complexes et aux hiérarchies invisibles. Une scène montre l'intendant éduquant un nouveau serviteur sur les particularités de leur maître, révélant une tradition orale secrète transmise de génération en génération. Les vampires créés par Dracula entretiennent entre eux des relations ambiguës, faites de rivalité séculaire et de solidarité forcée. Maria se distingue par son ambiguïté, à la fois fidèle exécutante et critique silencieuse du projet de son créateur. Les victimes elles-mêmes ne sont pas de simples figurants. Le film accorde parfois quelques secondes à leur vie avant qu'elles ne croisent Dracula, rendant leur mort d'autant plus significative. Cette attention aux périphéries du drame principal crée un effet de réalité saisissant, ancrant le fantastique dans un monde crédible. Le film suggère ainsi que la tragédie de Dracula s'inscrit dans un réseau complexe de relations et d'histoires individuelles, qui l'affecte sans toujours en avoir conscience. Cette dimension sociologique ajoute une couche de réalisme qui contraste avec le lyrisme des scènes centrales, créant une tension productive entre le particulier et l'universel, le psychologique et le social. Les limites de la malédiction vampirique sont explorées avec une rigueur quasi scientifique qui distingue cette adaptation. Dracula mène des expériences systématiques pour tester les paramètres de sa condition, tenant un journal détaillé de ses observations. Une séquence montre ainsi ses tentatives pour tolérer des symboles religieux, notant les réactions physiologiques avec la précision d'un clinicien. Ces essais de suicide prennent la forme d'expérimentations méthodiques visant à comprendre les mécanismes de son immortalité. Le film élabore une mythologie interne cohérente où chaque caractéristique du vampirisme correspond à une logique symbolique précise. L'incapacité à se refléter, par exemple, est interprétée non comme un caprice magique mais comme la manifestation physique de la perte de l'âme-image. L'aversion pour les sacrements fonctionne sur le mode d'une allergie métaphysique, où le corps rejette ce que l'esprit a renié. Cette approche systématique confère à l'univers du film une solidité conceptuelle remarquable. Les scènes où Dracula consulte des traités de théologie,
d'anatomie ou de philosophie naturelle pour comprendre sa condition ajoute une dimension intellectuelle au personnage. Cette quête de connaissance, bien que vaine, humanise le vampire en faisant de lui un penseur aux prises avec le paradoxe de son être. Le film suggère ainsi que la malédiction ultime serait peut-être de comprendre parfaitement sa propre condition sans pouvoir y échapper. Le contraste entre les époques traversées est accentué par des choix stylistiques radicaux qui soulignent l'aliénation croissante du protagoniste. Le XVe siècle Valak est filmé avec une caméra à l'épaule instable, des couleurs saturées de terre et de sang, une esthétique du chaos qui correspond à la vitalité brutale de l'époque. Le XVIIIe siècle adopte une esthétique rococo figée, avec des plans larges symétriques, des couleurs pastel acidulées, une impression d'artificialité extrême. Le XIXe siècle utilise un grain pelliculaire plus fin, des lumières de studio contrôlées, une palette dominée par les bruns et les gris. Chaque transition est marquée par un changement de ratio d'image, de traitement de la couleur, voire de vitesse de projection. Ces ruptures formelles créent chez le spectateur un effet de dislocation temporelle qui mime celle du protagoniste. Les costumes de Jones évoluent de manière significative mais conservent toujours des éléments anachroniques délibérés, comme s'il portait visiblement les strates de son passé. Le film utilise aussi des références picturales différentes pour chaque période. Les primitifs italiens pour le XVe siècle, Fragonard pour le XVIIIe, les préraphaélites pour le XIXe. Cette sophistication stylistique fait de chaque époque non pas un simple décor mais un univers visuel cohérent, avec ses propres codes et son propre rapport à la représentation. Le spectateur ressent physiquement le choc de ces transitions, partageant la difficulté de Dracula à s'adapter à des mondes qui changent de langage esthétique. La séquence du couvent représente l'apogée de la dimension transgressive du film, explorant les frontières entre spiritualité et perversion. Les nonnes ne sont pas présentées comme des victimes passives mais comme des mystiques dont l'extase religieuse les prédispose à une forme de possession. Dracula agit moins comme un séducteur que comme un catalyseur révélation des désirs refoulés par l'ascétisme. La transformation des religieuses suit une progression ritualisée précise, des prières latines aux incantations en langues inconnues, créant une liturgie inversée. L'imagerie des voiles blancs flottant dans l'obscurité crée un contraste visuel saisissant entre pureté supposée et corruption réelle. Cette scène fonctionne comme une mise en abîme de la quête de Dracula. Lui qui cherche l'absolu dans l'amour terrestre voit son désir réfléchi et déformé dans ces femmes qui cherchent l'absolu dans Dieu. Le couvent, lieu de la transcendance divine, devient le théâtre d'une transcendance inversée. Besson traite cette matière potentiellement scandaleuse avec une gravité qui évite le sensationnalisme, précisément parce qu'il prend au sérieux la dimension spirituelle des enjeux. Les nonnes transformées conservent une forme de dignité dans leur déchéance, comme si elles accédaient à une vérité trop terrible pour être supportée. Cette ambiguïté morale est caractéristique de l'approche complexe du film, qui refuse les jugements simplistes sur le bien et le mal. Le langage cinématographique adopté par Besson dans ce film marque un tournant radical dans sa carrière, privilégiant la contemplation à l'action. Les plans sont souvent statiques ou animés de mouvements lents et fluides, créant un rythme méditatif inhabituel. La caméra adopte fréquemment le point de vue subjectif de Dracula, notamment dans les scènes où il observe le monde des vivants à distance, comme à travers une vitre opaque. Les moments de tension psychologique sont traités en plans séquences complexes qui exigent du spectateur une attention soutenue. Ce ralentissement général du tempo permet une imprégnation atmosphérique profonde, transformant le visionnage en expérience presque sensorielle. Le film assume pleinement son statut d'œuvre à contempler plutôt qu'à suivre, où l'émotion naît de l'accumulation d'impressions visuelles et sonores. Cette audace formelle explique en partie la division de la critique. Certains y voient la preuve d'une maturation artistique, d'autres un signe d'essoufflement créatif. La photographie de Colin Wandersman, inspirée par la peinture de Georges de la Tour et de Rembrandt, utilise un clair-obscur subtil où les ombres semblent vivantes. Les rares scènes en extérieur diurne sont traitées avec une lumière crue qui contraste violemment avec l'esthétique générale, comme si le film lui-même supportait mal l'exposition au réel. Cette cohérence stylistique extrême fait de Dracula une œuvre d'art totale, où chaque choix formel sert la vision d'ensemble. La réception contrastée du film mérite d'être analysée comme le symptôme d'un conflit culturel plus large sur la place du cinéma d'auteur dans le paysage contemporain. Les critiques négatives reprochant un manque d'originalité occultent souvent les innovations formelles et le recentrage psychologique radical de l'œuvre. Les reproches sur le rythme lent révèlent une incompréhension face à un cinéma qui refuse les codes narratifs dominants. Les éloges de la performance de Jones et de la direction artistique reconnaissent au contraire la réussite du projet. Créer un portrait d'une intensité hallucinée d'un être condamné à aimer au-delà de la mort. Les comparaisons avec Dogman sont éclairantes, les deux films partageant une fascination pour les figures marginales et monstrueuses. Le fait que Besson ait écrit le rôle spécifiquement pour Jones après leur collaboration précédente explique la symbiose rare entre l'acteur et le personnage.
Le film s'inscrit ainsi dans la catégorie des œuvres qui divisent nécessairement, où les qualités pour les uns sont les défauts pour les autres. Sa place dans la filmographie de Besson est particulière. Après des décennies de cinéma pulsionnel et spectaculaire, voici une œuvre de la maturité, de la réflexion et du deuil. Cette dimension autobiographique transparaît dans le traitement de la douleur comme moteur existentiel, thème récurrent mais jamais exploré avec une telle radicalité. Dracula apparaît ainsi comme un film-testament où un auteur au sommet de sa maîtrise technique ose un geste artistique risqué et profondément personnel. La dimension métacinématographique du film s'exprime dans sa réflexion constante sur la nature même de la représentation et du mythe. Dracula, en cherchant à ressusciter son histoire d'amour, agit comme un metteur en scène tentant de reconstituer une scène originelle perdue. Sa collection de portraits d'Elisabetta sous tous les angles possibles évoque la multiplication des textes au cinéma, chaque version apportant une nuance différente sans jamais épuiser le modèle. Le parfum, avec son pouvoir d'évocation olfactive, fonctionne comme une allégorie de l'art cinématographique dans sa capacité à faire ressurgir le passé. Besson, en réalisant cette nouvelle adaptation, s'inscrit délibérément dans cette chaîne de réinterprétation tout en cherchant à y apporter sa marque personnelle. Cette conscience de la lourdeur de la tradition explique certains choix de distanciation, comme les touches d'humour noir ou les anachronismes assumés. Le film devient ainsi une méditation sur pourquoi certaines histoires nous hantent au point de vouloir sans cesse les raconter à nouveau, et sur ce que cette répétition obsessionnelle révèle de nos angoisses existentielles. Les références internes au cinéma de vampires, une affiche de Nosferatu, une silhouette rappelant celle de Christopher Lee, créent un jeu intertextuel savant qui situe l'œuvre dans une histoire des formes. Besson semble dire que chaque nouvelle version doit nécessairement dialoguer avec celles qui l'ont précédée, que le mythe est un palimpseste où toutes les interprétations coexistent. Cette profondeur métaréflexive distingue le film des simples adaptations commerciales et en fait une œuvre sur le pouvoir et les limites de la fiction elle-même. La figure de Mina Elisabetta, souvent critiquée pour sa passivité, gagne en complexité si on la lit comme une exploration de la construction de l'identité féminine à travers le regard masculin. Mina n'est peut-être pas une simple réincarnation, mais une jeune femme dont la subjectivité est progressivement colonisée par le mythe que Dracula projette sur elle. Ses réactions au parfum pourraient être interprétées comme des crises de suggestion plutôt que comme des souvenirs ataviques. Le film maintient savamment l'ambiguïté entre reconnaissance authentique et manipulation psychologique. Cette incertitude fait de leur relation non pas une histoire d'amour éternel, mais une étude sur la violence de l'idéalisation. Mina, prisonnière des attentes sociales victoriennes, trouve peut-être dans le mythe de la princesse ressuscitée une échappatoire à son existence étriquée, même au prix de son anéantissement. Ces scènes avec Dracula sont empreintes d'une étrange dualité. Elle semble à la fois séduite par le roman de sa propre histoire et effrayée par son implication réelle. La question de son consentement au rituel final est traitée avec une subtilité remarquable, laissant planer le doute sur son degré d'adhésion consciente. Cette complexité fait de Mina un personnage bien plus intéressant qu'il n'y paraît, moins un objet qu'un sujet dont l'intériorité résiste à la capture narrative. Le film suggère ainsi que dans toute relation mythifiée, la part de projection et de fantasme l'emporte souvent sur la connaissance réelle de l'autre, avec des conséquences potentiellement tragiques. Le traitement de la sexualité dans le film évite soigneusement les clichés érotiques habituels du vampirisme pour explorer des territoires plus métaphysiques et mélancoliques. Le désir de Dracula pour Elisabetta Gemina est moins charnel que nostalgique, une tentative désespérée de retrouver un état de complétude perdu plutôt que d'assouvir une pulsion. Les scènes de morsure, filmées avec une retenue inhabituelle, ressemblent davantage à des communions sacramentelles dévoyées qu'à des actes de violence érotisés. La sexualité des autres vampires, notamment celle de Maria, est présentée comme décadente et désenchantée, un divertissement cynique pour tromper l'ennui de l'éternité plutôt qu'une expression de vitalité. Cette désexualisation relative du mythe est un choix risqué mais cohérent avec la vision d'un Dracula dont toute la libido s'est sublimée en quête spirituelle. Le véritable érotisme du film réside peut-être dans le rapport fétichiste aux objets reliques et dans la sensualité des matières, le velours, la cire, le sang épais. Besson remplace ainsi l'érotisme du corps par un érotisme de la trace et de l'absence, du souvenir matérialisé. Les quelques scènes à connotation sexuelle explicite impliquent toujours d'autres vampires, jamais Dracula lui-même, comme pour souligner qu'il a transcendé cette dimension physiologique au profit d'une obsession métaphysique. Cette approche contribue à l'atmosphère singulière du film, où la passion est tout entière canalisée dans une recherche de l'absolu. Le vampirisme devient ainsi une métaphore non de la sexualité déviante, mais de la nostalgie comme force à la fois destructrice et créatrice, capable de construire des cathédrales de mémoire sur le vide de l'absence. L'héritage culturel du film s'inscrit dans une tradition bien plus vaste que la seule lignée des adaptations de Bram Stoker, convoquant toute une constellation de références littéraires,
picturale et cinématographique. On perçoit des échos du roman gothique anglais dans la thématique de la faute inexpiable et du châtiment éternel, du romantisme noir allemand dans l'esthétique de la ruine et de la mélancolie, du symbolisme fin de siècle dans le culte de la beauté maudite. Des résonances bibliques et mythologiques traversent le récit, notamment dans la structure de chute et de sacrifice rédempteur. Du côté cinématographique, Besson dialogue avec des œuvres aussi diverses que The Innocent de Jack Clayton pour l'ambiance psychologique étouffante, The Devils de Ken Russell pour la transgression religieuse et corporelle, ou The Drugsmanes Contract de Peter Greenaway pour l'esthétique baroque et le jeu sur les apparences. Cette richesse intertextuelle ne se manifeste pas par des citations ostentatoires, mais par une parenté d'esprit et de questionnement. Le film assume ainsi sa position dans une conversation culturelle qui dépasse largement le cadre du film de vampire, s'inscrivant dans la grande tradition des œuvres qui interrogent les limites de l'humain et les tentations de la transcendance. La scène du banquet halluciné, par exemple, évoque autant le Satyricon de Fellini que les festins décadents de la littérature fin de siècle, tout en conservant une tonalité proprement bessonienne. Cette culture visuelle et littéraire profondément assimilée donne au film une épaisseur qui récompense les spectateurs attentifs, sans jamais alourdir le récit principal par de la pédanterie ou du pastiche. Besson crée ainsi un objet hybride qui appartient à la fois au cinéma de genre et au cinéma d'auteur, à la culture populaire et à la haute culture, dans un équilibre précaire mais souvent réussi. La structure narrative savamment élaborée, encadrée par le prologue fondateur et l'épilogue ouvert, révèle une construction dramaturgique d'une grande sophistication. L'ouverture sur la bataille de Valachie et la mort d'Elisabetta n'est pas présentée comme un simple flashback explicatif mais comme le trauma originel qui va organiser toute la diégèse. Le film entier peut être interprété comme la tentative vaine de Dracula de réécrire cette scène matricielle, d'en trouver une issue alternative au tragique. L'épilogue, montrant Mina reprenant une vie apparemment normale mais marquée par une mélancolie inexplicable, suggère que la quête du vampire a laissé une empreinte indélébile dans le tissu du temps et de la mémoire. Cette structure circulaire mais non fermée, Mina n'est pas devenue vampire, Dracula n'a pas été détruit de façon conventionnelle, évite la résolution cathartique traditionnelle au profit d'une fin mélancolique et ambiguë, parfaitement cohérente avec la tonalité générale de l'œuvre. Le dernier plan, un lent travelling arrière quittant la fenêtre éclairée de Mina pour se perdre dans la nuit londonienne, peut être interprété de multiples façons, comme le point de vue subjectif de Dracula disparaissant, comme l'affirmation que l'histoire continue au-delà du cadre narratif, ou comme la suggestion que les mythes survivent à leurs incarnations particulières. Cette subtilité dans la construction narrative, cette résistance aux conclusions simplistes, démontre une ambition littéraire rare dans le cinéma de genre contemporain. Le film se clôt ainsi sur une note de questions sans réponse, d'échos qui se propagent dans l'imaginaire du spectateur, réalisant une parfaite adéquation entre la forme et le fond, entre le récit et son sens. En définitive, Dracula, 2025, de Luc Besson se présente comme une œuvre testamentaire ou un cinéaste au sommet de son art technique ose un geste radical. Dépouiller un mythe populaire de ses attributs horrifiques les plus familiers pour en extraire la substantifique moelle tragique et métaphysique. Ce film ne cherche pas à faire peur mais à émouvoir et à faire réfléchir, non à divertir par l'action ou les effets spéciaux mais à hypnotiser par la contemplation d'une douleur devenue paysage mental et visuel. Ses défauts aux longueurs parfois excessives, inégalité de rythme, personnages secondaires trop esquissés, sont indissociables de ses qualités les plus évidentes, ambition démesurée, cohérence stylistique rare, performance centrale magnétique, direction artistique somptueuse. Il restera probablement dans l'histoire du cinéma comme un film culte pour certains, un échec noble pour d'autres, mais certainement pas comme une œuvre indifférente ou commerciale. Dans le paysage cinématographique contemporain dominé par les franchises et les algorithmes, il fait figure d'anachronisme superbe, de pari audacieux sur la capacité des spectateurs à accepter un cinéma de l'émotion pure, lent, exigeant et résolument tourné vers l'intériorité des ombres et la complexité des âmes. Comme le parfum magique de son protagoniste, il diffuse longtemps après la projection une odeur persistante de mélancolie et de beauté maudite, preuve qu'il a touché à quelque chose d'essentiel dans la condition humaine. Notre terreur et notre fascination devant l'amour qui prétend défier la mort, et notre intuition profonde que cette révolte, si elle était possible, serait peut-être la pire de toutes les malédictions. En cherchant à transcender la mortalité par la force du désir, Dracula ne fait que découvrir l'enfer de l'éternel retour du même, de la mémoire comme prison sans issue, de l'absence comme seule présence véritable. Besson nous offre ainsi, à travers le prisme déformant du mythe vampirique, une méditation bouleversante sur les limites de l'humain, le prix de l'immortalité et la nature tragique de tout amour qui refuse le deuil.